Bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiants au cycle supérieur de l'Université Laval. Cette semaine, la chorégraphe Karine rencontre David et Jessie pour tenter de s'inspirer de leur projet. Chapitre 1, le béton, la danse et la mémoire. Je suis étudiant au double programme MD-PhD. Donc, je complète mon doctorat en médecine ici à l'Université Laval, puis aussi le doctorat en neurobiologie. Je m'intéresse à la neurologie cognitive, donc aux troubles cognitifs ou ce qu'on appelait avant les démences, la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres formes plus rares de troubles cognitifs comme la démence frontotemporale, la démence à quart de Louis, dégénérescence cortico-basale, etc. Tous des noms qui se carrent fort au Scrabble. Chaque maladie a un peu son profil typique, sauf qu'on s'est rendu compte que l'Alzheimer, c'est vraiment un caméléon. Donc, ça peut se présenter d'un paquet de formes différentes. Tu peux avoir un patient de 53 ans qui n'a pas de trouble de mémoire du tout. Il peut raconter ce qu'il a fait dans les jours précédents, sauf qu'il va avoir un manque du mot, de la difficulté à trouver ses mots, il va accrocher, il va avoir de la difficulté à répéter des phrases qu'on lui dit. Puis quand on lui fait les tests qu'on appelle les biomarqueurs, là, pour voir est-ce qu'il y a une protéine toxique dans le cerveau, on dit il y a l'Alzheimer. Donc on s'est rendu compte, puis ça c'est quand même assez récent, dans les 10-15 dernières années, que l'Alzheimer peut se présenter tellement de façons différentes que, surtout dans les cas complexes qui se présentent jeunes, souvent il faut aller plus loin pour raffiner notre diagnostic. J'ai étudié en génie civil, puis j'ai étudié le béton. Puis le béton, bien, c'est super important, c'est le matériau de prédilection en génie civil, le béton, l'acier puis le bois. Mais le béton, bien, on en produit 6 milliards de mètres cubes annuellement. C'est probablement le matériau le plus produit sur la planète, puis le plus utilisé en construction. Avant de commencer, le béton, c'est quoi? C'est du ciment qu'on mélange avec de l'eau, puis du sable puis des granulats de calcaire. Puis on peut faire des ajouts pour changer les propriétés. Il va y avoir des ajouts qui vont permettre de résister au gel, au dégel, d'autres qui vont améliorer la propriété mécanique, la rigidité, des choses comme ça. On appelle le béton, c'est tout l'ensemble. Il y a des granulats de calcaire qui sont peut-être cette grosseur-là, quelques millimètres de diamètre, du sable. Puis le ciment, c'est la poudre. C'est l'espèce de... un gros processus chimique, mais c'est le liant. C'est ce qui se mélange avec l'eau, qui hydrate, qui réagit. C'est un peu la colle qui colle tout ensemble. Fait que dans tout béton qu'on voit, il y a toujours du ciment dedans. Oui, tout le temps. En fait, moi, je suis danseuse. Puis, j'ai étudié il y a très longtemps. Soit j'étais un retour aux études. Fait que j'ai terminé en 1999, dans l'autre siècle, des études en danse contemporaine. Je suis venue ici à l'université pour débuter une maîtrise de réflexive. Donc, on m'appelle une praticienne réflexive. Dans le fond, c'est que je viens réfléchir sur ma pratique artistique. Et dans mon sujet de maîtrise, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la fragilité. C'est un mot qu'on utilise beaucoup comme praticien, la fragilité de ce mouvement, tout ça. Ouais. Mais la notion de fragilité, elle existe nulle part. Fait que je suis un petit peu ici pour essayer de voir qu'est-ce que c'est pour moi la notion de fragilité, puis commencer à organiser les mots autour de ça. Chapitre 2. Anticiper le futur. Dans les standards canadiens, par exemple, quand on veut designer un bâtiment, on va designer en fonction de 65 % de la capacité portante du béton. Tandis que pour l'acier, on va considérer que c'est 90 %. Dans la pratique, il y a beaucoup d'ingénieurs qui me disent souvent « la norme est beaucoup trop sécuritaire, on doit utiliser beaucoup plus de béton parce qu'on a un facteur de sécurité trop élevé ». En même temps, c'est un peu pour se protéger qu'ils respectent la norme. L'acier, vu que c'est quand même relativement homogène comme matériau, on lui fait beaucoup plus confiance que le béton. Okay. Dans pas mal tous les matériaux, il y a une composante élastique, une composante plastique et une composante visqueuse. Si on prend le matériau élastique pur, un élastique, si j'applique une force, mettons, de 1 Newton, je vais faire une déformation d'une certaine distance à l'élastique. Si j'applique 2 Newtons, je vais déformer 2 fois plus. Fait qu'on est dans le régime linéaire, puis c'est instantané, donc c'est proportionnel. J'applique une force, ça se déforme proportionnellement à la force que j'applique. Dans un autre matériau, par exemple de la pâte à modeler, là, il n'y a pas d'élasticité, c'est juste plastique. Donc, il va y avoir des déformations permanentes. Puis ensuite, il y a une troisième phase, c'est la phase visqueuse.
Ça, c'est tout ce qui dépend du temps. Par exemple, la tablette de bibliothèque, si on attend plusieurs années, dû au poids des livres, la tablette va se déformer de manière permanente. Quand on va retirer les livres, la tablette va conserver sa déformation. C'est une fonction un peu asymptotique, donc elle suppose que ça se déforme. Mais autour de 5-6 ans, on atteint une espèce d'asymptote, puis on ne flue pas beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de déformations qui se produisent. Expérimentalement, on observe que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, le fluage il serait plutôt logarithmique, c'est-à-dire que oui, on ralentit, le fluage va de plus en plus lentement, mais il n'y a pas d'asymptote, fait qu'on se déforme jusqu'à l'infini, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres mécanismes qui entrent en jeu et qui affectent la durabilité de la structure. Un des outils qu'on utilise depuis peu de temps à Québec, c'est la TEP amyloïde. La TEP amyloïde, c'est un examen d'imagerie nucléaire. Ça s'appelle la tomographie par émission de positrons. La machine, ce qu'elle permet de faire, c'est on injecte un traceur dans le sang qui va se lier à la protéine amyloïde dans le cerveau. C'est une des protéines toxiques qu'on retrouve typiquement dans l'Alzheimer. Le traceur passe par le sang, ça va se lier aux plaques dans le cerveau. Le traceur va émettre des émissions radioactives, des positrons. Puis la machine d'imagerie va capter ces émissions-là, puis par une reconstruction, va nous dire est-ce qu'il y a des plaques, est-ce qu'il y a du signal, puis où est-ce qu'ils sont localisés. Les protéines toxiques d'amyloïde qui s'accumulent dans le cerveau, ça commence 20-25 ans avant le début des symptômes, avant que le patient, on le voit dans notre bureau. Dans la plupart des cas, l'Alzheimer, c'est sporadique, donc c'est pas lié à un gène spécifique, mais il y a un certain nombre de cas, à peu près 5% des cas d'Alzheimer, qui c'est un gène qui est transmis de génération en génération, qui cause une maladie d'Alzheimer précoce. Il y a des familles qu'on suit, y compris ici à l'Enfant Jésus, que la mère a la maladie, a développé la maladie à 55 ans, puis que ses enfants, ils disent « je veux savoir si j'ai le gène ou pas ». Donc, ils sont dépistés, puis dans certains cas, bien, ils apprennent qu'ils ont le gène, puis présentement, ils ont 30 ans, puis à 55 ans, ils vont développer la maladie d'Alzheimer. On sait que l'amyloïde commence à se déposer dans le cerveau plus ou moins 20 ans avant le début des symptômes. Ça fait que si on dit qu'ils vont avoir leur démence disons à 55 ans, probablement que la protéine toxique s'accumule à partir de 35 ans dans leur cas. Ça fait qu'on peut les mettre sur des traitements anti-amyloïdes à 35 ans en espérant qu'ils ne développeront pas la maladie. Il y a beaucoup de monde qui disait on ne trouvera jamais de traitement pour l'Alzheimer. Mais là, avec les cas génétiques, bien, ça nous permet de dire qu'est-ce qui se passe si on traite 20 ans avant le début des symptômes? Est-ce que ça va fonctionner? Puis il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Des personnes qui seraient plus à risque, bien, on pourrait faire un dépistage systématique, savoir le niveau d'amyloïde, puis traiter avant, un peu comme on traite le cholestérol pour les maladies du cœur. Là, j'ai commencé mon cours vraiment avec l'École de danse de Québec à Québec. Et puis après ça, ben une fois le cours terminé, on est des techniciens, on est des praticiens. Fait que tout de suite, je termine puis je suis prête à danser. On dit prête, mais en même temps, tu as beaucoup d'années de métier à faire avant vraiment de vraiment bien comprendre, maîtriser le métier. Puis même à ça, c'est jamais fini. Et puis, j'ai décidé d'initier des choses pour justement me créer du travail puis de l'emploi. Et là, je suis devenue chorégraphe. J'ai autant de plaisir à organiser puis à voir les danseurs se déployer sur scène que de le faire physiquement aussi. Puis je fais rarement les deux en même temps. C'est difficile pour moi d'être chorégraphe et danseuse à la fois. Chapitre 3. Les facteurs d'évolution. À partir du moment où on les voit en bureau parce qu'ils ont des symptômes qui durent plus ou moins 8-10 ans, là. Ça fait qu'il se passe beaucoup de choses dans cette période-là. Initialement, souvent, ils sont conscients de leur déficit. Ça fait que dans certains cas, une maladie d'Alzheimer, ça peut être camouflé par une dépression ou un retrait social, dans le sens que les patients ils commencent à se rendre compte que ça ne marche pas, qu'ils ont de la misère à suivre les conversations, qu'ils ne se sentent pas à l'aise, qu'ils ne veulent pas se faire prendre en défaut dans des situations sociales. Ça fait qu'ils, consciemment ou inconsciemment, vont un peu se retirer de leurs activités sociales, vont être plus déprimés, plus anxieux. Fait qu'initialement, ils vont être très conscients de leur déficit, puis ça va se manifester un petit peu comme ça. Puis à mesure que la maladie évolue, il y a du monde qu'on voit dans notre bureau là, qui ont des gros troubles cognitifs, là, qui sont vraiment mêlés, mais on appelle ça l'anosognosie, là, ils n'en sont pas conscients. Là. Dans environ 80% des cas, ça commence dans ce qu'on appelle l'hippocampe. Puis c'est une région qui est impliquée dans l'encodage de la mémoire, l'encodage des souvenirs. C'est pour ça que dans 80% des cas, la manifestation initiale, ça va être de la difficulté à encoder des nouveaux souvenirs, des troubles de mémoire.
Dans certains cas, ça peut commencer ailleurs. Ça peut commencer dans le lobe occipital, dans les régions qui sont impliquées dans la vision, l'interprétation des stimuli visuels. Puis eux vont avoir plus des symptômes complexes, là, que ce soit des hallucinations ou difficultés avec l'orientation spatiale. Il y a une forme de la maladie qui s'appelle l'atrophie corticale postérieure. C'est une forme d'Alzheimer qui touche surtout le lobe occipital. Puis ça va donner toutes sortes de phénomènes visuels. OK. Puis il y a une forme frontale qui va donner des changements de comportement, etc. Donc la protéine apparaît d'abord à un endroit qui va donner les premiers symptômes. Puis ensuite de ça, elle va se propager à l'intérieur des réseaux de neurones pour aller affecter d'autres régions. Imaginez un paquet de cercles qui sont un avec les autres, qui sont dans une espèce de volume. Puis entre eux, il y a de l'eau. En fait, le rôle de l'eau, c'est super important dans le béton. Lorsqu'on applique une contrainte, il y a une partie de l'eau qui va être expulsée. Okay. Puis là, ça crée des mouvements de ces gels-là. Puis ça serait lié au fluage qui est à court terme. Ça, c'est un fluage qui serait considéré réversible, dans le sens que lorsqu'on on enlève la contrainte, l'eau peut reprendre sa position, Okay. puis on retourne à la configuration initiale. Mais il y a un autre fluage qu'on va considérer à long terme. Puis là, si on descend à un niveau encore inférieur, bien, il y a les CSH eux-mêmes. On peut les voir comme des feuillets de molécules, c'est des feuillets. Puis entre eux, il y a de l'eau qui crée un lien visqueux. Lorsque la contrainte est appliquée, bien, ça va créer un mouvement, des feuillets, un glissement qu'on dit, des feuillets les uns par rapport aux autres. Puis ça, c'est un fluage qui est permanent, donc c'est pas réversible. Donc une fois que ça s'est déplacé, on reste dans cette configuration-là. Puis en fait, nous, on étudie principalement le rôle de l'eau aussi. J'ai fait des essais d'indentation à plusieurs taux d'humidité. Puis en augmentant l'humidité, bien, on augmente le fluage. C'est quoi les autres paramètres que vous voulez regarder? Ça se peut que la température aussi, ça a un effet sur la viscosité de l'eau, puis sur le glissement que ça va engendrer. Ouais. L'eau qui est entre les gels de CSH est retenue par des pressions capillaires. C'est de l'eau évaporable, donc elle peut s'évaporer. Puis l'eau qui est entre les feuillets de CSH est aussi évaporable, mais plus difficilement. Ça se peut qu'on réussisse, en augmentant la température, à isoler peut-être le fluage long terme sans voir du court terme. Donc, en tout cas, c'est des approches et des études qu'on veut faire. On a encore des essais à faire. J'ai vraiment, pour vrai, adoré ma rencontre avec les chercheurs parce que, en fait, j'ai adoré ça parce que c'était des gens aussi passionnés que moi. Là. Ben, je me pense passionnée. Je suis peut-être pas, là, mais en tout cas, je me considère passionnée. Mais eux, je les trouvais vraiment passionnés par leur sujet. Puis j'aime cet entêtement-là à creuser, puis c'est dans un sillon précis. Ce qui ressortait aussi de leur démarche puis de leur recherche, c'est tellement personnel à la fois. C'est quelque chose qui t'appartient, ça devient, c'est toi, tu sais, c'est tes tripes que tu mets dans tout ce travail-là, dans ces recherches qui ont pas d'heure, pas d'arrêt, puis c'est quelque chose qui, c'est exactement comme la création, ça te reste en tête. Il y a tout le temps quelque chose qui tourne, qui t'allume, tu es en train de faire ta vaisselle, tu as une réflexion. Ah, ça, telle affaire, tu vas le noter. On est vraiment dans les mêmes démarches, en fait. On est vraiment dans les mêmes fonctionnements, là, je dirais. Chapitre 4. Les instruments du progrès. J'étudie même pas le béton en soi. J'étudie la pâte de ciment, qui est simplement du ciment puis de l'eau, sans rien d'autre. OK. Donc, j'étudie vraiment la colle, parce qu'en fait, c'est la colle qui est responsable du fluage, avec une technique qui s'appelle la micro-indentation. On a un gros appareil. Ultimement, on a une pointe en diamant qui est de l'échelle du micromètre, la forme pyramidale, puis on pénètre le matériau. Puis en fonction de la réponse mécanique, on va déduire les propriétés. Par exemple, le coefficient d'élasticité, la dureté, le coefficient de fluage. Puis on peut aussi aller à un niveau encore inférieur à l'aide de la nano-indentation. C'est la même chose, mais à une échelle différente. On a une plus petite pointe. Puis à cette échelle-là, bien, la pâte de ciment est constituée de plusieurs phases différentes. Puis ensuite, on voudrait essayer d'implémenter ça dans un modèle plus physique qui nous permet de comprendre comment ça interagit ensemble pour créer le comportement macroscopique. Je m'intéresse à trouver des meilleures façons pour arriver à un diagnostic plus rapidement pour ces patients-là. Un patient de 52 ans qui se présente, qui a des troubles progressifs de la personnalité, des changements de comportement, des inhibitions, se met à dire des choses inappropriées en public,
un petit peu de trouble de langage, difficulté à trouver ses mots. Là, on se dit, je peux pas arriver à un diagnostic aussi facilement, fait que ça me prend des tests plus poussés. Puis la recherche nous a apporté beaucoup d'outils récemment. L'Alzheimer, c'est une maladie complexe. Les protéines toxiques d'amyloïdes qui s'accumulent dans le cerveau, ça commence 20-25 ans avant le début des symptômes, avant que le patient, on le voit dans notre bureau. Dans le fond, ton travail, c'est surtout pour la détection. Ouais, fait que moi, c'est les essais cliniques, je m'intéresse beaucoup à ça, là, sauf que mon doctorat inclut pas des projets là, sur la thérapeutique. OK. Chaque projet que je vais créer est toujours dans un contexte. Donc, je sais déjà le contexte dans lequel je vais présenter l'œuvre. Fait que déjà, ça me donne beaucoup d'indications sur comment je vais la travailler. Si je travaille sur un grand plateau, si je travaille comme ici aujourd'hui dans un petit environnement où on est dans quelque chose où on peut se permettre l'intimité, je vais travailler autrement. Si c'est quelque chose qui se fait en plein air, ça va être une autre façon de travailler. Donc, vraiment, en me projetant dans là où est-ce que ça va être diffusé, ça indique beaucoup de choses pour moi dès le départ de comment je vais amorcer le début de la création, combien de danseurs je vais utiliser, est-ce que j'ai de la musique, est-ce que j'ai des éclairages ou pas. Tout le contexte avec les collaborateurs va se décider déjà dans le début des prémices. La matière comme telle, c'est quelque chose qui est récurrent parce que j'adore travailler avec la matière, mais la matière va toujours bouger, va toujours changer. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'accumulation de la matière dans mes espaces quand je travaille. Donc, si je dis, OK, on va travailler de la corde, bien, il va y avoir beaucoup de cordes, là. Que ça serve à plusieurs choses à la fois. Ça, c'est dans ce qui m'intéresse. Chapitre 5. Réinventer son domaine. Est-ce que c'est nouveau, ça, comme approche? Ou C'est relativement nouveau en génie civil. La micro-indentation, ça date, je pense que ça date des années 70. OK. Peut-être un peu plus vieux. Il y a 2 personnes qui ont fait des essais macroscopiques sur 30 ans. OK. Puis bon, ben, ça donne des indications, mais tu sais, ça, c'est leur béton particulier à leur époque. Ouais. Ça ne nous donne pas un modèle qui nous permet de l'appliquer sur n'importe quel mélange de béton. Un essai d'indentation, ça dure quelques minutes. Puis on atteint la fonction logarithmique, on se rend quand même assez loin. L'idée, c'est on pense, il y a plusieurs scientifiques qui commencent à s'accorder pour dire qu'on pourrait prédire le comportement macroscopique qui dure 50 ans OK. en un essai de 10 minutes. Bon, j'exagère, là, mais on pourrait faire un essai statistique, ça prendrait une journée. Puis si on implémenterait ça dans un modèle, puis on pourrait faire la prédiction sur les 50 prochaines années. Ça a été tout un défi là, de développer un nouveau test cognitif. Moi, il était déjà en bonne voie de développement au moment où je suis arrivé à la clinique de la mémoire à l'Enfant Jésus. Donc, j'ai pu contribuer à peaufiner un petit peu le test, mais surtout à le valider. Donc, le valider auprès d'individus normaux, puisque quand on crée un nouveau test cognitif, on veut des normes, on veut pouvoir dire... Ouais, un groupe de contrôle un peu. Ou... C'est ça, un groupe contrôle. Ce qui fait que... Parce que même chez quelqu'un de complètement normal, on ne s'attend pas à ce qu'une personne de 90 ans qui a une 3e année du primaire performe de la même façon qu'une personne de 50 ans qui a un doctorat. Donc, on n'utilisera pas les mêmes normes, on ne les comparera pas avec les mêmes normes. Barème, ouais. C'est ça, les mêmes barèmes. La fragilité, est-ce que c'est la fragilité dans le corps? Est-ce que c'est la fragilité dramaturgique? Est-ce que c'est comment mettre la fragilité sur scène? Donc, c'est ça, c'est toutes ces questions-là auxquelles je dois m'affiner là, avec le travail. Puis j'ai je pense, avoir 2 stratégies avec lesquelles pouvoir les utiliser. C'est un avec le numérique, le développement de dispositifs numériques scéniques qui vont venir, qui peuvent venir entraver le travail qui a été écrit par le danseur et l'aspect performatif. Donc, l'idée, ce serait d'intégrer dans des spectacles existants des éléments perturbateurs. Exact. C'est souvent par l'échec ou par la difficulté que là, on peut voir le travail. OK. Quand c'est pas
beau ou bien organisé. Ouais. Puis là, ça va à l'encontre complètement de l'interprète en danse qui a une formation à toujours tout camoufler, là. Chapitre 6. Un pas vers un monde meilleur. Mais avec les nouveaux traitements contre l'Alzheimer, on va pouvoir vivre plus vieux puis plus allumé. Oui, Fait que c'est ça qu'il faut. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important parce que, tu sais, à la rigueur, ben, on verra quand on est rendu là, mais à la rigueur, d'avoir des déficiences physiques, de pouvoir moins marcher, de pouvoir moins se mouvoir, c'est sûr que c'est pas le fun, mais quand tu peux au moins garder ta tête. C'est plus facile tu à sais. gérer des déficiences physiques que mentales. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux compenser des déficiences physiques, tu sais, puis vivre une vie active ou heureuse, là, malgré tout. Mais quand tu te mets à avoir des déficiences mentales, ben là, Parce que tu deviens vraiment dépendant des autres. Puis, c'est ça. tu sais, Mm. on peut pas aller dans la tête de ce monde-là, là, mais, tu sais, leur capacité au bonheur, là, quand ils sont plus capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent, là, ça doit être Non, c'est pas difficile. c'est ça. Éventuellement, ben, si on développe un modèle qui est efficace, qui nous permet de prédire 50 années avec un essai qui nous prend une demi-journée, bon, on pourrait optimiser la conception, la construction, faire plus confiance au béton, plus confiance qu'on fait présentement. Éventuellement, on va vouloir inclure une autre phase, une autre propriété mécanique, puis on va se dire, bon, ça interagit de la même manière, donc on peut juste le plugger dans le modèle s'il marche. On peut juste l'implémenter dans le modèle, puis le laisser rouler, puis voir ce que ça donne. OK. Fait éventuellement, c'est sûr qu'on veut faire le truc ça- le plus ça complexe, aiderait mais pour on une- isole Une économie d'énergie, puis de de ressources, matériaux, de tout puis, ça. Éventuellement, oui. Là. OK. C'est de faire plus confiance au béton, parce que présentement, c'est le matériau le plus utilisé, mais on ne lui fait pas tant confiance que ça. On a des OK. gros facteurs de sécurité dus à sa variabilité. Souvent, j'aime à dire que, par exemple, si je fais la comparaison avec le théâtre, tu sais, le théâtre est souvent reçu cérébralement. Tu sais, on a un texte sur lequel on peut s'accrocher, on a des mots qu'on comprend. Il y a une histoire ou pas, décousue ou pas, mais au moins, il y a ce langage-là qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Tandis que la danse, c'est un langage avec ses propres codes. Et chaque chorégraphe a en plus ses propres codes. Donc, l'univers de la danse, tu dois le détecter dans les 5 premières minutes de ce que tu es en train de voir pour essayer de décoder où est-ce que ça se passe, de quoi on me parle ici, avec quel sens que je peux me laisser aller ou pas. Donc, tout ça, le spectateur a beaucoup de travail à faire quand il vient voir la danse. On lui permet de recevoir l'œuvre par le ventre et non moins quelque chose de cérébral. Mais oui, ça peut aller au cérébral, faire des allers-retours entre les deux, mais il y a quelque chose de vraiment kinesthésique puis d'organique. La danse, c'est quand même un champ libre. Chapitre 7. Quel chemin pour la suite? Est-ce que tu penses pratiquer au Québec? J'aimerais beaucoup. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'ai été vraiment inspiré à Amsterdam. C'est une clinique de mémoire qui a été partie de zéro par Dr. Sheltens, Philippe Sheltens là-bas, qui est devenu un leader mondial dans le domaine. Là. Maintenant, là-bas, j'étais un étudiant parmi une vingtaine d'étudiants de PhD seulement qui travaillent seulement sur la maladie d'Alzheimer puis les troubles cognitifs associés. Là. OK. Donc, c'est un énorme centre. Il voit beaucoup de patients, puis ça a tout été développé dans les dernières années. Fait que ça m'a vraiment donné le goût de reproduire un peu cette expérience-là, mais à Québec. Si je me trouve un travail en recherche et développement dans une compagnie, puis ça devient plus pratique, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est sûr qu'un sujet comme le mien, ça reste universitaire. Là, oui, ça pourrait avoir des grandes avancées, mais c'est pas d'ici les 2 prochaines années, les 5 prochaines années. Il y a encore de la recherche puis du développement à faire. Je pense que j'aimerais mieux aller dans l'entreprise privée. OK. Changer un peu de milieu, être un peu plus dans des trucs concrets. OK. Le béton, ça a l'air inintéressant, mais en même temps, il y a tellement de... c'est pas juste du béton, il y a de la chimie, il y a de la mécanique, il y a un peu de physique. Les gens, ils n'ont pas... C'est pas inné non plus de... C'est pas valorisé aussi peut-être par nos sociétés, mais de nourrir
nos sens, nourrir l'âme, nourrir notre intérieur. Tu sais, je suis, je pense, une nourriture qui est essentielle dans la société aussi. Et l'humain est au cœur de mes démarches dans le sens où je veux communiquer avec l'autre, je veux lui transmettre quelque chose, je veux lui apporter du bien-être, une réflexion. Je trouvais qu'on se rejoignait dans cette envie-là, en fait, d'être positif puis d'amener quelque chose de mieux à l'humain. C'était le 2e épisode de la saison de Cogito. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. Merci à nos partenaires.